Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur cette émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, ça fait tout pile un an que j'ai lancé cette chaîne secondaire, cette chaîne de podcast. C'était un petit risque dans le sens où ça fonctionnait plutôt bien, mes vidéos boxe attitude, mais j'étais arrivé, il me semblait, à un certain plafond et je ressentais le besoin de faire des changements. J'ai décidé de faire une chaîne secondaire pour avoir des formats longs, des formats podcast et de libérer un petit peu de temps sur ma chaîne principale pour me concentrer sur des formats un peu plus travaillés et un peu différents. De réaction, mais aussi des formats très montés, très travaillés. Et ça a été super efficace. Ça m'a permis d'avoir une ascension sur la chaîne principale exceptionnelle. Je crois que je fais exploser le nombre d'abonnés en fin d'année. Grâce notamment à ces changements et grâce à des petits changements au niveau de YouTube aussi. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est jamais que dû à toi, qu'aux changements que tu fais, mais il faut être prêt à faire ces changements au bon moment. Il ne faut pas rester passif quand tu travailles comme ça sur la création de contenu. Et cette chaîne secondaire qui était qui n'était pas prévue pour forcément faire des choses extraordinaires, je trouve que ça a plutôt bien marché. Alors c'est sûr qu'au début, j'avais un peu des reproches sur le fait que je mettais des interviews avec certains boxeurs et boxeuses sur cette chaîne secondaire. On me disait oui, mais du coup ça fait moins de vues. Mais c'était un choix stratégique plutôt que de casser le rythme de la chaîne principale avec des gens qui cliquaient et qui ne regardaient pas ces interviews ou qui avaient des retours un peu négatifs. Ça faisait un espace où ceux qui voulaient cliquer sur l'interview avaient vraiment l'intention d'écouter. Donc même si les chiffres étaient du coup un petit peu moindres, c'était des chiffres qui étaient vrais. Et donc j'ai préféré faire ça. Alors bien sûr, ça a souffert du manque d'audience au début, c'est vrai, du manque d'exposition au début, c'est vrai, mais je pense que c'était, à mon sens, la meilleure solution, et puis moi, ça me tenait de faire ça. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire un Comment va la boxe. Et finalement, je me suis dit, je vais pas tout mélanger, parce que je voulais faire Comment va la boxe et répondre à vos questions, et je me suis dit, écoute, on va faire le Comment va la boxe dimanche, tranquillement. Ça sortira dimanche, comme ça cette semaine vous aurez quand même eu 2 podcasts. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur vos questions, les questions que vous m'avez posées. Donc voilà, j'ai mis un petit post avec mon cher Mohamed Ali, que j'aime énormément, où il était... j'adore cette photo où il y a tous les micros autour de lui. Et du coup, donc voilà, je vais sélectionner les meilleures questions, les commentaires, je vais tous vous lire, et je vais sélectionner les questions box, en fait, tout simplement, liées à la chaîne et à la boxe. Alors, le premier commentaire que je vais lire, c'est Jean-Joseph qui dit « Salut JC, déjà un an depuis que l'aventure podcast a commencé, félicitations et courage pour la suite. Personnellement, je te suis depuis plus longtemps que ça sur YouTube, depuis l'époque de Ricans et de Etchebox. Alors c'est vrai qu'Etchebox, j'ai pas beaucoup de nouvelles de lui. Alors là, c'est moi qui reprends la parole, c'est pas le commentaire de Jean-Joseph. Mais Ricans, on s'envoie de temps en temps des petits messages. Je lui passe le coucou s'il écoute ce message. Et je vais le réinviter prochainement pour une interview. En fait, j'ai une petite liste de personnes à interviewer. Loïc Tajan, j'aimerais bien faire revenir Cédric Vitu. Alors, revenir non, parce qu'il n'a pas encore participé à cette chaîne-là, mais le faire venir sur cette chaîne-là. Voilà, j'ai plusieurs noms comme ça qui sont dans les tuyaux. J'ai un combattant qui a repris la boxe après un long arrêt et qui a repris la boxe à 40 ans passés. Et je trouvais ça super intéressant qu'il vienne de raconter son parcours. Et je voulais aussi faire participer Dato. Parce que vous savez que Dato, il a ce projet exceptionnel de reprendre la boxe professionnelle à 40 ans passés. C'est un projet fantastique que je soutiens de tout mon cœur. Et je voulais les faire participer ensemble. Donc voilà, j'ai beaucoup de combattants et combattantes qui doivent intervenir sur cette chaîne de podcast. Et malheureusement, c'est vrai que je suis pris par le temps et je dois bien reconnaître que la chaîne principale reste mon activité principale parce que c'est là que je gagne ma vie et que je paye mes factures. Voilà, j'ai aussi une réalité économique que je ne vous ai jamais cachée, malgré que je me tiens à faire un contenu box qui d'abord est porté par ma passion, avant d'être porté par l'argent. Ça, c'est très important pour moi. Donc, avant tout, c'est ma passion, mon plaisir de vous partager des choses. Bref, tout ça pour vous dire que Ricans, et pourquoi pas Etchebox, de les faire revenir, revenir parce que j'ai déjà fait On parle box avec eux, mais les faire revenir aujourd'hui sur cette chaîne de podcast où ils interviendraient pour la première fois. Alors, je voudrais juste te demander comment tu gères que certaines personnes dans ta famille ne partagent pas forcément ta passion pour la boxe. Moi, j'ai dû arrêter après que ma mère m'ait vu le visage boursouflé après un sparring lourd. Alors, Jean-Joseph, j'ai aussi eu ce problème
de ma maman et je voyais dans son regard un peu d'inquiétude quand je rentrais des entraînements avec des blessures sur le visage. Après, moi, ma mère a connu mon père et mon père était un passionné de boxe. Donc mon père l'emmenait beaucoup à des galas, l'emmenait voir des combats. Moi, je suis allé tout petit voir des galas avec mon père. Donc j'ai une famille qui connaît le monde du sport et notamment des sports de combat, sans être des pratiquants assidus. Moi, j'ai pas une famille de pratiquants, mais le sport et la boxe fait partie de l'univers dans lequel j'ai baigné, dans lequel j'ai grandi. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. C'était un peu plus facile pour moi de ne pas avoir cette réticence envers de mes parents, et non pas envers, mais de mes parents, cette réticence de mes parents par rapport au sport de combat. Mais c'est vrai que c'est un sujet délicat. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'émergence des sports de combat, avec le fait qu'ils soient de plus en plus populaires, qu'ils soient représentés dans des plus gros médias, voilà, cet après-midi, juste avant de vous enregistrer ce podcast, j'étais invité sur RMC Twitch en direct. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les sports de combat se sont un peu plus... se sont dédiabolisés en fait, voilà, ils sont plus communs et je crois que ça va être de plus en plus facile pour des jeunes qui, même s'ils ne sont pas dans des familles où les sports de combat font partie de leur univers, ça va être plus facile de convaincre les parents. Cédric Doumbé, il en parle souvent dans ses interviews en disant que sa mère, je crois que c'est lui qui dit ça, que sa mère était pas trop pour et qu'il allait en cachette s'inscrire, ou c'est Carlos Takam, je sais plus. Je sais plus qui disait qu'il s'était inscrit en cachette. Oui, je crois que c'est Doumbé qui s'était inscrit en cachette pour faire des sports de combat et qu'il a tardé avant d'en parler à ses parents. En tout cas, Jean-Joseph, c'est une super question et je te remercie de l'avoir posée. Alors, Saturne. Va-t-on avoir la chance de te voir boxer ? On aimerait te voir t'entraîner, comme dans les vidéos à New York par exemple, et pourquoi pas te voir combattre un de ces jours. Alors, on lui a répondu que j'ai mis des combats sur ma chaîne principale. Alors c'est vrai que tu as mon premier test match, que j'avais intitulé assez ironiquement ma première fois sur le ring. Je suis assez costaud à ce moment-là, si vous allez voir ces images, je suis à 85 kilos à peu près. J'ai jamais été à ce poids à nouveau. C'était une période où je faisais une prise de masse, je mangeais des assiettes, les gars, énormissime. C'était une période où je ne mangeais pas de viande, donc je me bourrais aux protéines de poisson et aux œufs, et j'étais assez costaud. Je n'ai plus jamais atteint ce poids-là. Là, si j'atteins 82 kilos, voilà, si je dépasse les 82 kilos, c'est que je me suis un peu relâché. Aujourd'hui, je suis sous les 80, à 79-80. Je me suis un petit peu relâché ces derniers temps. L'objectif, c'est de me réentraîner. Donc là, voilà, je vais te le dire clairement, mon objectif, c'est de faire un combat en janvier 2024. Voilà, je me suis fixé ce mois-là. Donc là, je pars pour 7 mois de préparation et dans 5 mois, je veux courir un marathon. Donc voilà, mon premier objectif sera de courir le marathon et derrière, donc 1 mois et demi, 2 mois après, de faire un combat amateur. Donc là, je suis dans complètement une restructuration de ma vie autour de ça. Donc c'est l'objectif, tu as mes 2 combats amateurs qui sont aussi sur ma chaîne principale et tu peux voir des sparring que j'ai fait au Maroc et à New York. Voilà, donc au Maroc contre des combattants marocains des kickboxers et à New York j'ai combattu contre j'ai affronté un Italien, un ou deux. Non, j'ai affronté un mec de New York aussi, mais c'était plutôt tranquille. Ouais, franchement, c'était easy. Et l'italien c'était assez dur. Surtout que c'est des sparring que j'ai fait dans des situations où j'étais pas du tout préparé à faire un sparring. C'était vraiment, allez, vas-y, let's go. Monte sur le ring et castagne. Mais là, je m'entraîne beaucoup plus intelligemment pour faire vraiment un bon combat en janvier, si Dieu le veut. Et si tout se passe bien, si mon corps tient bien, j'ai une vraie, je pars sur une vraie discipline et sur des vraies ambitions. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, mon but c'est de faire un combat et bien sûr de vous partager tout ça. Par contre, les entraînements, pourquoi je ne montre pas mes entraînements ? Parce que je pourrais vous filmer mes entraînements, vlogger tout ça. Alors, il y a 2 raisons. Déjà, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de faire des vlogs. C'est pas un exercice avec lequel c'est pas un exercice que j'aime faire. Voilà, tout simplement, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime regarder des vlogs, ça peut être très sympa, même le montage et tout. À vrai dire, c'est assez facile de faire du montage sur des vlogs, c'est très très simple. Enfin, de manière générale, après faire un bon vlog, c'est pas facile. Quand je pense au vlog de Dato par exemple, Dato il est excellent quand il fait des vlogs. Il est très très bon. Moi je ne peux pas faire des vlogs comme ça, c'est trop dur pour moi. Parce que lui il est vraiment bon, ses vlogs, il y a du travail derrière. Mais de manière générale, un vlog, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Quand je fais du fast cam, c'est pas très dur. Après quand je fais du montage, ça c'est compliqué. Bref, ce que je voulais dire c'est que c'est pas la difficulté, c'est que je suis pas très à l'aise avec ça. Mais la raison qui est au-delà de ça, c'est que je ne veux pas
montrer des entraînements parce que, à partir du moment où tu montes tes entraînements, même si c'est pas volontaire, tu es quand même un peu dans l'exemple. Et je ne me permettrai pas de me donner comme exemple sur Internet en public. En sachant que je ne suis pas un combattant pro, je ne suis même pas aujourd'hui licencié en amateur et je n'ai aucun diplôme d'entraîneur. Donc je ne me permettrai pas de vous dire, voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Non, moi je m'entraîne dans mon coin, mais je ne vais pas rendre ça public. Voilà, j'ai aucune raison de rendre ça public parce que je ne suis pas un exemple d'entraînement. Et aujourd'hui, je préfère mettre en avant des combattants, des vrais combattants, et vous pouvez suivre leurs entraînements. Voilà. Et donc, big up à eux, force à eux. Moi, je reste à ma place. Je ne suis qu'un amateur de boxe dans le sens où je suis un pur passionné. J'aime ce sport. En parler, ça ne me dérange pas parce que je donne mon avis, tu vois. Et c'est mon avis en vidéo, voilà, on en discute, chacun a son avis, pas de souci. Et puis j'ai pas à rougir quand je vois comment certains journalistes parlent de boxe. Mais par contre, montrer des entraînements, c'est autre chose. Et je ne me permettrai pas de vouloir faire le mec qui se prétend boxeur et qui vous dit, bah voilà, on s'entraîne comme ci, comme ça. Et ça, je suis pas du tout à l'aise avec ça et j'estime que c'est pas du tout ma place. Voilà. Mais par contre, le jour où je fais un combat, je vous le montrerai. Et vous aurez le droit de le critiquer, tout comme moi je critique certains boxeurs. Alors bien sûr, sauf que moi je suis un mec de 35 ans, j'aurai 35 ans, qui fait de la boxe et il faudra me juger par rapport à ça. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour répondre à ta question. Donc oui, si Dieu le veut, et si j'y arrive, en janvier 2024, les gars, vous me verrez combattre et j'espère vraiment que ça se fera et que le mec qui sera en face de moi, je vais l'arracher. Voilà, je vais tout faire pour l'arracher. Voilà, ceci étant dit, King Go the King, King of the King, qui nous dit « Félicitations, question simple pour toi, qui est le meilleur boxeur de ces 20 dernières années 2020 ?» Alors, bien entendu, je suis un enfant. Alors moi, je vois que tu as en photo de profil Lomachenko. Moi, je suis un enfant de la génération Floyd Mayweather. Voilà, j'ai grandi avec Floyd Mayweather. Quand j'allais à la salle, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je pensais à Floyd Mayweather, je voulais travailler mes appuis comme Floyd Mayweather. Donc voilà, je suis vraiment la génération Floyd Mayweather. Maintenant, aujourd'hui, maintenant que j'ai 30 balais, si je dois choisir un boxeur, je choisirais Manny Pacquiao. Voilà, je choisirais Manny Pacquiao, que je trouve absolument fantastique, exceptionnel. Il réunit le mec qui fait des combats spectaculaires, qui a une histoire incroyable, le mec sort de nulle part, qui a fait des combats épiques, qui a affronté des monstres sur le ring, qui a fait des trilogies incroyables, des combats revanche épiques, enfin tout y est en fait, et puis en termes de boxe il est fantastique. Donc voilà, si je devais en choisir et en garder un seul, je garderais Manny Pacquiao, mais bien sûr, on pourrait citer Lomachenko, on pourrait citer Floyd Mayweather, on pourrait citer Canelo Alvarez, bien évidemment. Thomas, salut JC, petite question de réflexion et d'imagination que je trouve sympa. Alors, j'avais prélu ta question, elle est très difficile. Hein, voilà. Alors écoutez bien les gars, il me dit « Comment imagines-tu le monde de la boxe en 2030 ?» Je te donne quelques pistes de réflexion qui me viennent en tête. Qui sera le boss de la boxe comme Canelo de cette génération ? Quelle aura été la nouvelle grande rivalité type Canelo-Golovkin de cette génération ? Quel bilan pour Tony Yoka et les Français ? Y aura-t-il eu des changements de règles ou de fonctionnement dans l'écosystème de la boxe ? Floyd fera-t-il encore des exhibitions ? Alors, allez, je vais répondre directement. 2030, c'est très difficile parce que, voilà, on va dire donc dans 7-8 ans, tu vois, c'est assez compliqué de se projeter parce que 7-8 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et à vrai dire, c'est un peu loin pour savoir quel des jeunes boxeurs aura marqué son histoire. Maintenant, je vais revenir un peu sur les points que tu donnes. Floyd Mayweather fera-t-il encore des exhibitions ? Pour rester dans la thématique, je pense que Jake Paul aura pris beaucoup plus d'ampleur. Et qu'on va avoir un après de Floyd Mayweather, Conor McGregor, Floyd Mayweather qui fait des combats d'exhibition et les frères Paul. On va avoir un après ça. Et on voit déjà KSA, donc XI, en Angleterre, qui fait carrément des galas où c'est que des influenceurs qui s'affrontent et que du truc complètement farfelu, spectacle, show, de malade et tout. C'est une sorte d'entre-deux entre le catch et la boxe. Donc ça va grandir. Est-ce que ça va s'essouffler ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça va évoluer ? Je ne sais pas. Mais oui, ça va prendre de la place. Est-ce que ça va faire un truc en parallèle de la boxe anglaise ? C'est possible.
Ça ramène à ton autre question. Donc je les prends à l'envers, mais je trouve que ça va bien. Il y a une bonne continuité. Excusez-moi, il y a le camion de poubelle qui passe dans la rue. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il passe juste en bas de ma fenêtre. Le deuxième point, c'est est-ce que les règles vont changer ou le fonctionnement dans l'écosystème boxe. Alors oui, je pense qu'il va y avoir des changements. Tout simplement dû au fait que le MMA et l'UFC sont en train de révolutionner les sports de combat. Je m'entends, c'est que la boxe est un sport à l'ancienne, avec des vieilles fédérations, des vieux bonhommes, et ça on le voit bien sûr en France, qui appliquent toujours la même chose. Sauf que, s'ils ne veulent pas se faire bouffer par les autres sports de divertissement et des sports de combat, il va falloir qu'ils s'adaptent. Et comme un business ne fait que s'adapter et que la boxe est un sport de business aussi, ils vont s'adapter. Et à mon humble avis, une fédération va gagner ce game. Et ça va faire un peu comme l'UFC, on va avoir une fédération qui domine les autres. J'ai l'impression aujourd'hui que celle qui s'en donne les moyens, c'est la WBC. Avec notamment le président Mauricio Suleiman, qui est en train de vraiment faire son Dana White. Moi, il me sort par les yeux, les oreilles, et il me fait tomber des poils de barbe. J'en ai des cheveux blancs tellement il me saoule ce mec. J'en peux plus de me le voir sur le ring. Mais je crois que son projet à lui, c'est d'être une sorte de Dana White. Et donc, oui, je pense que les règles et le fonctionnement de la boxe va changer. Pas forcément pour du mieux. Il y aura du mieux, il y aura du moins bien. C'est toujours comme ça. Bilan Tony Yoka, les Français. Aujourd'hui, on peut tirer un petit bilan. Et il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux du tout. Non, il n'est pas joyeux parce qu'il y a ceux qu'on a trop vite oubliés, comme des Likonki. Il y a ceux qui ont fait leur carrière comme ils ont pu, comme Mathieu Boderlich. Et il y a ceux comme Tony Yoka et Souleymane Sissoko et Christian Mbili qui étaient les porte-drapeaux et qui ont payé le prix fort d'avoir un public assez injuste et un système boxe en France rouillé en fait, et pourri dans l'os. Moi j'ai vu, le système boxe en France est pourri jusqu'à la moelle et malheureusement ils en ont payé les conséquences. Alors Souleymane Sissoko et Christian Mbili se sont mieux tirés parce qu'ils se sont tirés, voilà, tout simplement. Sissoko, il a signé assez tôt avec Joshua Promotion, et Mbili, il allait signer avec les Canadiens. Tony Yoka aura repris complètement le revers de la médaille. Il est en partie responsable, ok, mais je pense qu'il a payé le prix fort, et un peu trop fort. Voilà. Bon, maintenant, ils vont sûrement repartir de plus belle, je l'espère. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont ouvert la voie. Ils ont donné un espoir. Moi, je l'ai bien vu, l'engouement autour de ma chaîne YouTube. C'est grâce à cette Team Solide et cette bilan de Yoka et les autres Français. Alors, j'ai cité que la Team Solide. Malheureusement, si on doit parler des autres à part la Team Solide, c'est assez catastrophique. Ce qui s'est passé avec Michel Soro, ça me fait énormément mal au cœur. Mais je vais vous le dire en toute sincérité, moi, je me suis détaché un peu de tout ça parce que j'ai donné beaucoup d'énergie. J'ai eu des retours de personnes. Voilà, je suis complètement ignoré des plus gros médias boxe. Je suis complètement ignoré de la Fédération française de boxe. Et les boxeurs, j'ai pas envie de leur en vouloir parce qu'ils font de leur mieux. Les promoteurs, j'en parle même pas. Parce que il faut bien reconnaître que c'est que des flûtes, voilà. Et voilà, mais c'est assez triste. En fait, c'est assez triste. Donc le bilan, il est pas glorieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais mes contenus, je parle principalement de la boxe à l'échelle mondiale et notamment de ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'à un moment donné, moi, il fallait que je me protège de tout ça. Et j'ai envie de garder aussi ma bonne humeur dans les vidéos et de continuer à vous envoyer des bonnes énergies. Et je voulais pas devenir ce mec qui râle constamment, qui est constamment pas bien, et qui rend du coup mes spectateurs pas bien aussi. Donc moi, je voulais continuer à vous envoyer des bonnes énergies. Et si je dois aller sur des galas, je vais le faire parce que j'ai une raison personnelle d'y aller. Et plus parce que y a cette mission soi-disant, oui, mais c'est pour la boxe en France. C'est pour personne. Personne t'aidera. Voilà, personne se serre les coudes, malheureusement. Donc moi, j'en tire ce constat aujourd'hui, ce bilan, qui est peut-être un petit peu amer. C'est vrai, il est amer. Mais je me ferme aucune porte. Attention, je me ferme aucune porte. Je continuerai à soutenir et à donner la parole à des boxeurs français. Je l'ai fait toute cette année, j'ai continué à le faire. Mais en fait, il y a... De toute façon, il ne faut jamais attendre de retour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a tellement pas d'entraide que le niveau ne s'élèvera jamais. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Le niveau ne s'élèvera jamais parce qu'il n'y a pas d'entraide. Il n'y a pas d'entraide et entre personnes. Et c'est pas comme ça que tu arrives à monter un gros projet. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'arrive jamais haut tout seul.
Voilà, moi c'est ce que je pense en tout cas. C'est pour ça que moi j'essaie toujours de donner de la force et de la visibilité au plus grand nombre. Quel que soit le boxeur, quel que soit son niveau, quel que soit le média qui vient me parler, moi je vais faire une collab là, comme j'ai fait en live Twitch avec RMC, tout comme je fais une collab avec une toute petite page YouTube ou Instagram, et je donne la même énergie, le même cœur. Parce que moi je crois que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et vous voyez, j'ai beau vous dire que j'ai dit des choses un peu dures et amères, mais ça n'a pas changé ma manière de travailler, pas du tout. Je vous dis juste que je me protège, voilà. Je me protège et je fais mon truc dans mon coin. Et avant, ça me tenait à cœur quand les gens disaient « Oui, mais JC, t'as pas parlé de lui, t'as pas parlé de trucs. » Non, c'est bon, c'est bon. Vous, en fait, vous mettez pas à la place de ce qu'on peut faire. Et je peux le comprendre. Et continuez à envoyer des messages comme ça, à soutenir, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je le prendrai moi à cœur et je fais ce que je peux, en fait. Je fais ce que je peux et je me donne déjà assez. Voilà, ceci étant dit. Quelle aura été la nouvelle grande rivalité type Canelo-Golovkin? Alors là, je vais faire un lien avec qui sera le boss de la boxe. C'est difficile de dire aujourd'hui lequel de la nouvelle génération va péter. Je pense que si on doit miser une petite pièce, ça va être sur Shakur Stevenson et Devin Haney. En misant sur cette pièce-là, je pense que du coup les grandes rivalités vont être dans la catégorie des légers super légers. Et si on reste dans cette catégorie-là, je pense que ça va se jouer entre Gervonta Davis, Teofimo Lopez, Devin Haney, Shakur Stevenson, Ryan Garcia aussi. Voilà, donc pour moi les 4 voire 5 fantastiques, ça se joue sur ces noms-là. Comme je t'ai dit, c'est très difficile de répondre, 2030 c'est loin, mais voilà, je dirais que c'est eux le futur. Voilà, je vais passer aux autres questions. RBR64. 4 questions. La première, puisque Dubois est blessé, que Fury a fait capoter le combat et que Joe Joyce a perdu, qui tu vois être le prochain adversaire du grand Usyk? Je pense que, enfin, de ce que j'ai lu, moi je pense rien, de ce que j'ai lu à droite à gauche, ça doit être en train de négocier entre Alexander Usyk et Deontay Wilder. Mais logiquement, celui qui est sur la liste après ces noms que tu as cités, c'est Hrgovic. Donc il y a de fortes chances que le challenger soit Hrgovic. Pourquoi pas, je préférerais Dubois, mais Dubois ça a l'air compliqué, il y a des blessures et puis il y a plein de trucs qui sortent, j'ai un peu du mal à suivre. Mais Wilder-Usyk, alors bon, vous connaissez mon amour pour Wilder, donc je serais très content. Mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus excitant. La deuxième question. La catégorie des super légers est une catégorie possédant moins de superstars qu'en léger ou en welter. Mais il y a tout de même beaucoup d'excellents boxeurs et de bons combats à venir. Donc, quels sont tes pronostics pour les prochaines bonnes oppositions de l'AKT, Taylor, Lopez, Liam Paro versus Prograis et le retour de Jake Cotteral? Prograis, il n'y a pas un changement d'adversaire? Alors, moi, j'aimerais bien un match revanche entre Prograis et Lopez. Et surtout, j'attends de voir ce que Devin Haney va faire par la suite, s'il rentre dans cette catégorie à son tour. Avec Ryan Garcia, qui est aussi dans cette catégorie, ça peut promettre des très très beaux combats. Donc oui, j'attends beaucoup de cette catégorie-là, mais j'attends de voir. Voilà, pour l'instant, moi je suis concentré sur ce week-end Haney-Loma. Et surtout, après, je vais me mettre à fond sur Taylor Lopez. Voilà, je vais être à fond sur ce combat-là, et après on discutera de potentiellement les combats à faire. Mais comme toi, j'attends beaucoup de cette catégorie-là et je pense que ça promet. Puisque Canelo va probablement affronter Bivol en septembre, quelles peuvent être les prochaines perspectives opposition des noms en super moyen, Morel, Benavidez ou Mbili? Les dernières questions, que penses-tu du passage des professionnels de Andy Cruz et des déclarations de Hearn qui veut déjà un combat contre un énorme nom comme Gervonta Davis pour probablement faire une Lomachenko? Pour les super moyens, j'ai pas trop d'avis. Je t'avouerai que je pense qu'on a déjà eu des très beaux combats. Donc j'attends de voir, je suis pas trop gourmand dans le sens où je pense qu'on a déjà eu des très beaux combats. On a déjà eu numéro 1, numéro 2, si tu regardes BoxRec avec Ryder Canelo. Oui, je sais, Ryder c'était pas le plus excitant, mais quand même c'est numéro 2, donc je vais pas critiquer. Et on a eu Benavidez Plant, donc déjà on a été assez gâtés. Excusez-moi, le chat a tapé dans le micro, donc j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et donc, je vais pas être trop gourmand, c'est-à-dire que pour l'instant, je vais attendre, et Mbili devra annoncer très prochainement son prochain combat. Je sais pas du tout ce qu'il va dire. David Morel, Benavidez, ça serait ouf. De toute façon, là, les trois, je veux qu'ils s'affrontent un jour ou l'autre. Ce serait parfait. Ça serait parfait. Qui va sortir grand vainqueur? Je me pose bien la question. Et puis, il y a Andrade, qui n'est pas à mettre de côté. Dimitrius Andrade, ne l'oubliez pas, il est encore présent.
Et ensuite, pour Andy Cruz, donc les Cubains, alors moi je pense que la génération de Cubains là qui passe professionnel va être la génération un peu test, un peu crash test. Je pense pas qu'il y en ait un qui va ressortir grand gagnant. Je pense que les Cubains sont en train de revenir à la mode, mais ceux qui sont bien classés, qui sont déjà champions, c'est des mecs qui ont le parcours encore à l'ancienne des Cubains. C'est-à-dire ceux qui se sont tirés, qui ont fait leur parcours de leur côté. Maintenant, les Cubains qui vraiment sont passés pro dans les règles, les nouvelles règles avec Cuba qui acceptent les professionnels, je pense que eux, ils vont être un petit peu la génération test. Et après, on aura sûrement plusieurs champions cubains. Et à mon avis, rapidement, les Cubains vont arriver et vont jouer des coudes avec les grandes nations de la boxe. Et les grandes nations, c'est États-Unis, Mexique, Angleterre, Japon. Et je pense que tu pourras mettre ensuite Cuba et la Russie. Clairement, voilà, c'est les grandes nations de la boxe. Donc oui, ça va être intéressant. Mais je crois pas trop au tout premier Cubain qui signe. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. RK64. Je vais rajouter une petite question. Ton top 10 de tes boxeurs actifs préférés. Waouh, quelle question. Alors, j'ai fait une petite liste. Voilà, je vais te la donner. Alors, c'est ma liste. Je joue le jeu, d'accord ? C'est mes boxeurs préférés. Tu verras que ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui sont de grande qualité, d'autres un peu moins. Voilà, mais c'est ma liste. D'autres, surtout leur prime est largement derrière eux. Mais c'est ma liste et c'est hyper personnel. Et voilà, c'est des boxeurs encore actifs. Gennady Golovkin, que je mets en numéro 1. Alors bon, je les ai listés, mais bon, c'est mes préférés. Voilà. Je t'en donne 10. Gennady Golovkin, absolument, je ne peux pas faire un top 10 sans Gennady Golovkin. Ensuite, je vais mettre Jesse Bam Bam Rodriguez, que je trouve absolument exceptionnel. Ce jeune boxeur est fantastique, et lui aussi, c'est l'avenir. Vergil Ortiz Jr., pareil, je prends le train fin 2020, début 2021, je dirais, donc assez tardivement. On m'en parlait beaucoup, mais j'avais pas encore vraiment vu un combat où je pouvais dire « Ok ». Tu sais, moi j'attends toujours, il y a des mecs, on m'en parle, mais attendez, je veux voir, tu vois. J'ai déjà tellement de boxeurs à regarder, à suivre et tout. Mais j'avoue que dès que j'ai pu vraiment prendre le train, je me suis installé confortablement et je vais tout droit jusqu'au championnat du monde avec lui. Ensuite, là on parle d'un ancien, son prime est derrière lui, mais je me dois de le mettre dans mon top 10. Roman Chocolatito Gonzalez, un boxeur absolument fabuleux. Ensuite, Mauricio Lara, lui aussi c'est un jeune, lui aussi pour moi c'est l'avenir, il va faire des dingueries dans la catégorie des plumes. On en parle la semaine prochaine les gars, parce que là je vais couvrir les combats du week-end prochain, même si je sais que tout le monde s'en fout complètement, mais moi je suis trop impatient. Je vais essayer de mettre les titres les plus putaclic possibles. David Benavides, et oui je mets David Benavides dans mes 10 boxeurs favoris en activité. Voilà, attends, c'était en activité, oui, j'ai mis que des mecs en activité. Ouais, parce que non, si on part dans mes 10 préférés tous les temps, alors là c'est la catastrophe. David Benavides, franchement, moi ça fait un moment que je suis dans le train de ce mec-là, et j'ai toujours défendu ce boxeur, je le trouve exceptionnel. Je mettrais, alors là, voilà, peut-être que là les gens ils vont dire « Ah, JC t'abuses », mais au moins c'est le cœur qui parle. Je mets Jermall Charlo. Je dois reconnaître que j'aime bien Jermall Charlo. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à plus apprécier son frère, mais en même temps c'est parce que Jermall je le vois plus, mais j'aime bien Jermall Charlo, il fait partie de ces mecs que j'aime regarder, je trouve ça un super physique. Alors moi je kiffe Jermall, le style de Jermall Charlo, les tenues qu'il a sur le ring, je me régale avec Jermall Charlo. Mais Jermall, en termes de boxe, j'aime bien Jermall. Voilà, ensuite je mets Erislandy là-bas. Erislandy Lara, qui était dans mon top 5 de mes boxeurs préférés que je vous avais fait sur Box Attitude il y a déjà quelques années. Et il est toujours là et je l'aime toujours. Ensuite, Chris Eubank Jr. Voilà, Chris Eubank Jr., même si je pense qu'il va... Tu vois, je pensais qu'il pouvait gagner son combat revanche contre Liam Smith, et là je pense qu'il va sûrement perdre à nouveau et peut-être qu'il arrêtera sa carrière, mais j'aime bien Chris Eubank Jr. Alors c'est pas pugilistiquement parce qu'il a rien de fantastique, mais il a une énergie que j'aime bien. Voilà, c'est un peu mon Wilder mais des poids moyens. Et voilà, c'est le seul anglais que je soutiendrai, toujours. Et enfin, je finis avec un petit nouveau, mais ça y est, j'ai pris le train. Jarrett Anderson. Et lui, je pense que c'est le futur des poids lourds. Ensuite, nous allons continuer avec vos questions. Jules qui nous dit: tout d'abord, bon anniversaire. C'est toujours un plaisir d'écouter tes podcasts quand je vais à la fac. Bon courage pour tes études, Jules. À la salle ou à la boxe. J'aimerais connaître ton avis sur le retour de certains boxeurs pros français qui ont pour objectif de faire les JO de 2024. Sissoko notamment. Je trouve personnellement que c'est un pas en arrière et que ça bouche les jeunes qui arrivent, mais peut-être que je me trompe. Alors,
Jules, pour être tout à fait franc avec toi, je comprends leur envie de faire les JO. C'est des boxeurs qui ont leur vie a changé suite aux JO de Rio. C'est des boxeurs qui sont des purs produits de la boxe amateur française. Ils ont un affect avec ça. Et surtout, c'est des boxeurs qui, chez les pros, ça leur a pas réussi tant que ça. Il faut le reconnaître, ça leur a pas réussi tant que ça. Donc je peux comprendre personnellement cette envie de retourner sur les rings des JO, surtout que c'est à Paris. Ça va être l'occasion de faire ça devant leur famille, avec leurs proches. Et voilà. Après, je trouve ça très décevant. Je trouve ça très décevant quand tu as un Sissoko qui est dans le top 10 mondial d'une catégorie fantastique. Et les autres, voilà, et j'en passe. Donc oui, c'est un peu décevant, mais ça, c'est personnellement que je te donne mon avis là-dessus, c'est décevant. Et je peux que leur souhaiter le meilleur, parce que j'ai toujours été comme ça, je leur ai toujours souhaité le meilleur dans leur choix, je les ai toujours soutenus, donc je continuerai à les soutenir. Mais je dois reconnaître que mon ressenti est avant tout une déception. Et voilà, c'est tout. Je ne veux pas en dire plus. Ça fait déjà un moment que je parle en plus. Tobias qui nous dit, en vrai, est-ce qu'après un peu plus d'expérience dans les deux, tu trouves que c'est quoi le format que tu préfères faire pour parler boxe? Tu plus préparé comme tu fais sur ta chaîne principale ou comme ici? Alors, je trouve les deux très différents. Voilà, très 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 différents. Mais je dois reconnaître que mon plaisir de vous faire des vidéos face caméra, d'écrire les vidéos, d'y réfléchir, tu vois, vraiment. Parce que les podcasts, il y a des infos, je les stocke et après je fais le podcast. Il n'y a pas un gros travail en amont, il n'y a pas un gros travail après. Alors que le plaisir d'écrire, de mettre face à la caméra, de faire des vannes, de jouer le jeu, tu vois, de jouer un petit peu, de me mettre un peu dans un personnage, un peu parce que c'est moi, hein, mais tu joues quand même quand tu es face à la caméra, c'est normal, tu es dans une interprétation, mais parce que c'est ça qui fait que tu accroches. Je me régale, mon petit rendez-vous. Et puis de lire vos commentaires, que je vous ai fait marrer, que je vous ai trucs. Mais c'est ça mon kiff. Et c'est d'ailleurs ça qui était un petit peu difficile au début sur les podcasts, c'est de calmer ce ton-là, tu vois, et d'être plus dans le truc posé où je vous parle. Et au début, je partais un peu dans tous les sens, je faisais des blagues, et je pense que c'était pas super bon. Et j'ai l'impression que maintenant que ça fait 1 an que je fais des podcasts, je pars moins dans tous les sens dans les podcasts, je suis plus posé, je vais plus directement à l'essentiel. Et je crois que c'est meilleur, hein. C'est meilleur pour vous, parce que c'est pas super intéressant d'avoir un mec qui parle dans tous les sens, alors que en face caméra, je peux le faire, parce que tu vas rattraper avec le montage, parce que c'est aussi le jeu de vous accrocher, de vous faire réagir, de créer de l'émotion. Tu vois, là par exemple, j'ai fait un face cam tout à l'heure, je me suis lâché, tu vois, j'ai envoyé du pâté, et j'ai voulu envoyer du pâté, parce qu'il y avait mon ressenti, et puis aussi parce que tu joues le jeu de créer de l'interaction, tu vois, de créer du ressenti sans aller trop loin, tu me connais, hein. Moi je vais jamais passer la limite. D'ailleurs là, j'ai été un peu limite parce que j'étais un peu vulgaire, tu vois. J'étais un peu vulgaire dans mon face cam, mais c'est des choses qu'en général je fais pas. Mais je préférerais ça. Et alors quand je fais une vidéo travaillée avec du montage et tout, alors ça me fume, hein, ça me tue de faire ça. Physiquement ça m'épuise. Mais c'est un régal. Quand je vous fais une vidéo sur Katie Taylor, quand je vous fais une vidéo sur l'histoire je sais pas, d'Anthony Joshua, mais je me régale, les gars. Ça m'épuise à mourir, hein, mais je me régale. C'est mourir sur scène, tu vois, mourir dans ce que t'aimes, et c'est un régal. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. J'aime faire les deux, c'est bien que j'ai les deux, mais je préférerais toujours ce que je fais sur la chaîne principale. Guts qui nous dit « Bravo et merci pour ton travail. Pour ces questions, alors, les 3 boxeurs français qui ont le plus de chances d'être champions du monde dans les 2 ou 3 prochaines années. » Alors du coup, j'ai noté, je vais pas être très original, Guts, Christian Mbili, Milan Pratt et Souleymane Sissoko. Voilà. En fait, on pourrait citer d'autres noms, mais il faut que je sois réaliste. Les autres noms, j'en ai pas vu assez ou c'est encore trop limite. Eux, pour le coup, c'est ceux qui sont le plus légitimes. Voilà. Donc si je dois en donner 3, je garderai ces 3-là. J'ai pensé à Kevin Lelesadjo, c'est vrai, j'aurais pu le rajouter, mais tu m'as dit 3, donc voilà, j'ai mis 3. Iras-tu voir des combats de boxe au JO de Paris? C'est Selgame qui me dit ça. Alors, Selgame, j'aurais beaucoup aimé, mais en fait, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher les prix, donc je ne peux pas, mais j'aurais beaucoup aimé. À l'époque, j'avais un projet, c'était d'accompagner l'équipe du Congo lors des Jeux Olympiques. Alors, c'est tombé à l'eau, c'est compliqué, mais un de mes rêves, qui me reste encore avec YouTube, hein, j'ai plus beaucoup de rêves, franchement, j'ai réalisé tellement de choses qu'aujourd'hui, je suis dans un plaisir de tout ce qui arrive. Mais si j'ai encore des ambitions, tu vois, c'est-à-dire des ambitions... Oula, attendez, j'ai tapé dans le micro, désolé. J'ai encore des ambitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je serais heureux de le faire. Mais j'ai pas un truc que j'attends absolument. Mais j'ai un petit rêve, c'est d'aller faire un reportage en Afrique
Et alors, si je peux accompagner des boxeurs amateurs sur le circuit championnat du monde ou JO, mais alors là, les gars, je pense qu'il est probable que je lâche ma petite larme si je fais un projet comme ça. Parce que faut vous imaginer juste d'où je pars, en fait. D'où je pars, je suis un gosse fan de cassettes de boxe, tu vois, que je pique à mon père et que je regarde tout seul chez moi. Imaginez, je dois avoir 9 ans, 10 ans, quand je regarde des cassettes de boxe, que je suis fada de Tyson, de Sugar Ray Leonard, de Hagler. Et aujourd'hui, à 30 piges, si un jour je pars avec ma caméra suivre des boxeurs, je sais pas, imaginons qu'on parte au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Algérie, et que j'accompagne des petits jeunes, et que je les filme, et que, je sais pas, je suis le rêve de ces gamins, et oh là là, oui, il est possible que je lâche ma petite larme à ce moment-là, c'est possible. Ensuite, Gentags qui nous dit à quand une vidéo consacrée à Sonny Liston? J'ai l'impression que c'est une légende oubliée. Force à toi, JC Fighting. Alors, il est dans ma liste des vidéos que je vais absolument faire, j'espère en 2023. Voilà. Alors, je vous le dis, il y a Pernell Whitaker, Sonny Liston. Je te dis pas le titre de la vidéo. Voilà, elle sortira très prochainement. Mais oui, Sonny Liston, il doit arriver cette année, sûr, dans le boxeur le plus du monde. Voilà, il y aura Pernell Whitaker et Sonny Liston. Je t'assure que je vais les faire. Sendo Carls Finn. Je n'ai pas de questions, juste félicitations. Merci Sendo. Malik, il a des questions, j'ai dû bosser. Quelles sont tes attentes cette année sur le développement de la chaîne secondaire? Alors ça c'est pas la question que j'ai dû bosser, c'est après où il m'a fait bosser. J'ai pas d'attente de développement. Cette chaîne c'est vraiment pour traiter des informations box que je peux pas forcément traiter sur la chaîne principale, que soit j'ai pas le temps, soit je suis sur d'autres gros projets, tu vois il y a l'algorithme et tout qui sont à tenir. Donc là ça me permet de décharger un peu, c'est du bonus. Donc j'ai pas de perspective de développement. Mon petit kiff ce serait d'atteindre les 5000 abonnés. Et mon gros kiff ce serait d'atteindre les 10 000. Mais j'ai pas de kiff, je suis déjà très très heureux de ce que je fais. Dieu merci, je suis très heureux de ce que j'ai. Quels sont pour toi les 10 meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues aujourd'hui? Et il m'a demandé de ne pas mettre les poids lourds. Et ensuite, il me demande quel combat veux-tu à tout prix voir en 2023. Alors du coup, j'ai essayé d'être le plus franc possible. Et mon top 10 aujourd'hui, donc je les ai classés. Voilà, vraiment, j'ai joué le jeu. Je mets en première position... Attendez, je vais commencer en... Non, allez, je commence en première position parce que c'est plus facile. Après, ça devient plus compliqué. Je mets en Naoya Inoue en première position. Je mets Terence Crawford en deuxième position. En troisième position, je mets Juan Francisco Estrada. En quatrième position, je mets Arthur Beterbiev. En cinquième position, Dmitry Bivol. Et oui, je mets Beterbiev devant Bivol. En sixième position, je mets Errol Spence Jr. Ensuite, je mets Saúl Canelo Alvarez. C'est un peu dur de le mettre si bas, mais je dois avouer qu'après sa dernière prestation, je peux pas le mettre plus haut. Et pour le coup, Errol Spence, même s'il boxe très peu, j'ai beaucoup aimé sa dernière prestation. Vraiment, je l'ai trouvé très bon, mais je le mettrai quand même pas au-dessus de là où je l'ai mis. Ensuite, je mets Jermell Charlo. Je dois mettre Jermell Charlo parce que je trouve que ce qu'il a fait dans sa catégorie, autant on a parlé de Canelo, comment il allait chercher les ceintures, on a parlé de plein de boxeurs, mais je trouve que Jermell Charlo, il a fait un super taf pour aller réunifier les titres. Vraiment, il a fait un gros travail et c'était le bazar dans cette catégorie, c'était assez chaotique, ça partait dans tous les sens et lui, il a fait le taf. Voilà. Et puis, c'est vraiment, il fait des très bons combats et puis en plus, il est sapé comme jamais dans les combats. Moi, j'adore ses tenues, donc ça compte. Ensuite, en 9e position, alors là, c'était difficile, je mettrais Shakur Stevenson. Je trouve qu'il a fait le taf pour être aujourd'hui en 9e position. Et enfin, en 10e position, Kenshiro Teraji. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi, je le fais rentrer ou pas dans le top 10, et je pense qu'il le mérite. Donc je mets Kenshiro Teraji, le japonais, en 10e position de mon top 10, pound for pound. J'ai eu envie de faire un top 5 des filles quand même, parce que je trouve que c'est important d'en parler et qu'on n'en parle pas assez, donc je vais mettre les filles. Alors mon top 5 féminin, je mets Katie Taylor sur le toit du monde. Ensuite, je mets Claressa Shields. En 3e position, Alicia Baumgardner. Ensuite, Amanda Serrano. Et enfin, Michaela Mayer. Voilà mon top 5 pound for pound féminin. Et tu m'as demandé mon combat que je voudrais absolument voir en 2023. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Et finalement, peut-être que je vais vous surprendre. J'aimerais voir Gennady Golovkin contre Jermall Charlo.
j'aimerais voir Jermall Charlo revenir pour un super fight contre Gennady Golovkin. Voilà le combat que je veux voir en 2023. Oui, messieurs, c'est ce combat-là que j'aimerais voir. Alors, continuons. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de questions. Yubi Philippe qui nous dit « What's up JC, bravo pour ta première année dans le YouTube game. Petite question box, Beterbiev versus Bivol. Maintenant, là tout de suite, tu mises sur qui ? Eh ben, aujourd'hui, là tout de suite, je mettrai Beterbiev, gagnant contre Bivol. Voilà, pas d'argument, je vous laisserai argumenter dans les commentaires. Tito Trinidad qui nous dit... Et c'est le dernier message. Ce serait sympa une vidéo sur Milan Pratt. Je pense qu'il a un énorme potentiel et en plus il a signé avec un promoteur allemand. Et bien sûr, félicitations pour tout le travail accompli. C'est assez marrant, je pourrais faire une vidéo sur Milan Pratt. J'attends encore un petit peu qu'il y ait plus de contenu. Mais j'en ai parlé, du coup, dans cette vidéo, tu entendras Tito Trinidad que j'en ai parlé. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que quand je vais filmer Duopa, j'avais filmé le combat de Duopa, donc j'étais dans les coulisses, et j'avais fait cette interview avec Duopa, et elle était importante pour moi cette interview, et ben Milan Pratt est en sous-carte, je le filme, et je suis assez impressionné par ce que dégage ce gars, et c'était son premier combat chez les professionnels. Vous voyez l'histoire, c'est marrant, hein. Et si un jour, pourquoi pas, il fait son championnat du monde, et si j'allais le filmer ce jour-là, la boucle serait bouclée, ne pensez-vous pas ? Voilà les gars, je vais vous laisser sur ce. Je pense que j'ai été suffisamment long, mais ça m'a fait très très plaisir de faire ce podcast avec vous. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Et vive la boxe. Et je vous rappelle mes partenariats avec Boxing Culture pour faire des stages de boxe anglaise à New York, avec Glory Big Earth pour faire des stages de boxe anglaise à La Havane. Et enfin, la marque de vêtements Fel qui me soutient et que je remercie énormément de me sponsoriser. Merci à tous mes sponsors. J'ai aussi besoin de vous pour continuer à faire mon travail. Je vous dis à très très bientôt les amis. Merci encore à vous tous. Un an, et ben on est reparti pour une année.